Enter mode. Bonjour à tous. Donc, je suis le conseiller à la sécurité pour la Fédération des États européens. Donc, bienvenue à Lille. Je sais que heureusement qu'il fait un petit peu plus frais parce que dehors, avec le réchauffement climatique, on tape largement les 40 degrés. Enfin, il nous tarde avec Pierre-Yves d'aller faire un petit tour à Dunkerque sur la nouvelle marina qui vient d'ouvrir. Là, je vous propose d'avoir un moment de réflexion finalement sur l'influence de l'intelligence artificielle dans la dernière décennie. Pour attaquer ça, on s'est dit que le mieux, c'était de regarder le passé. En tant qu'informaticien, forcément, on va citer Sun Tzu. Si on avait fait du management, on aurait cité Churchill. Donc, tous ces grands penseurs du passé, des siècles précédents, nous disent que c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé pour mieux comprendre l'avenir, donc pour projeter ce qui va se passer en 2040, 2050. Pour faire ça, j'ai Pierre-Yves qui est qui fait de la préhistoire sur la cybersécurité et qui va nous montrer ce qu'on faisait dans les années précédentes. Vers 2022-2023. On commence par la vidéo d'archives qui a été tirée des archives Cybertrust. Ouais. Alors on a ressorti des événements, donc les plus jeunes d'entre vous n'étaient pas encore nés. Les années 20. Donc, pour cette conférence, on vous propose un petit peu un bilan historique. C'est John von Neumann qui a finalement inventé la capacité théorique de prendre le contrôle d'un programme. C'était avant la Première Guerre mondiale. Le tournant, ça va être la Première Guerre mondiale, avec une figure historique que vous connaissez tous bien, c'est Alan Turing. Alan Turing, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé le test qui porte son nom et qui permet de déterminer si on a un vrai humain ou un faux humain, c'est-à-dire une intelligence artificielle. À cette époque, il avait déjà prédit que 50 ans plus tard, on serait incapable de faire la différence entre un bot et finalement un humain. C'est ce qui est arrivé. Le même Alan Turing, et finalement, c'est le précurseur de la cybersécurité puisqu'il a cassé les codes Enigma. Donc le code Enigma, vous vous souvenez, c'était la Seconde Guerre mondiale avant la Troisième, qui a affronté les grandes puissances qu'on connaît tous, qui permettait de communiquer entre les sous-marins allemands et l'état-major allemand. Donc c'est lui qui a cassé ça. Après, en intelligence artificielle, il y a eu des grandes espérances, beaucoup de déceptions, avant qu'un Français, gloire, Yann Lequin finalement commence à théoriser le deep learning, l'évolution des réseaux de neurones qui prendront leur essor dans les années, au milieu des années 2000, entre 2000 et 2010. En cybersécurité, on fait affronter des programmes à peu près à cette même époque. Et puis, la montée en puissance finalement des réseaux de neurones font que, au fur et à mesure, les machines battent les humains aux échecs, au Go, à Starcraft, etc. Les premiers véhicules autonomes, alors bon, ça date un petit peu, commencent à circuler sur les routes à l'époque où il y avait encore des routes. Et puis
en cybersécurité, on a un changement de paradigme. On passe d'une défense périmétrique à une défense en profondeur appelée Zero Trust. 2022, fin 2022, c'est là que s'opère une rupture, une singularité où finalement l'IA rencontre la cybersécurité, peut-être un peu malgré elle, avec l'ouverture au grand public de ChatGPT développé par OpenAI. Alors ChatGPT, vous en souvenez peut-être pas parce qu'après il a été interdit, mais il proposait un bot pour répondre à des questions. Évidemment, il y a des gens qui étaient malveillants, qui ont posé des questions pour attaquer. Et ça a été une évolution. Mais avant d'aller là, Pierre-Yves, donc notre expert en cybersécurité historique, va nous montrer comment on faisait avant l'intelligence artificielle. Donc on a récupéré du matériel un petit peu vintage d'époque pour vous faire une démonstration comment on faisait dans les années 20 pour attaquer. Voilà, nous allons faire une première démonstration qui vous montre comment on peut attaquer une application en 2022. Je vais changer. Pour ça, je vais utiliser un outil qui était bien connu à l'époque, qui s'appelle SQLmap, qui va utiliser une faille qui s'appelle l'injection SQL pour prendre le contrôle d'un site. Donc, je vais lancer une première commande ici, qui va, grâce à des injections SQL, donc le fait d'injecter des commandes SQL là où normalement on devait se trouver des données, donc c'est dû à une faille du logiciel qui échoue à distinguer les deux, qui va donc ici, par exemple, nous lister les tables présentes dans la base de données de l'application qu'on attaque. Donc ici, on obtient deux tables qui sont Users et SQLite Sequence. Je vais continuer mon attaque. Maintenant, on va chercher à lister les colonnes présentes dans ces tables. Donc mon exécution continue. Ici, j'obtiens par exemple l'information qu'il existe une colonne email, une colonne password. Donc ce sont les colonnes qui nous intéressent, hein. Elles vont contenir des identifiants d'utilisateurs. Troisième et dernière étape de cette attaque, je vais aller dumper, c'est-à-dire récupérer le contenu de ces tables. Donc ici, toujours via des injections SQL, je vais commencer par récupérer, si on voit quelque chose, oui, donc une première adresse mail, le hash du mot de passe qui correspond. L'attaque continue à se dérouler. J'obtiens une deuxième adresse mail et un deuxième hash de mot de passe. Et là, l'outil va lancer une attaque par force brute en utilisant un dictionnaire pour aller récupérer, déterminer quels sont les mots de passe correspondant au hash qu'on a trouvé en base. Et donc ici, on obtient des comptes utilisateurs, des emails, des mots de passe. Alors là, on a utilisé un outil, donc SQLmap, qui en fait nécessite pas mal de connaissances en cybersécurité. Il faut comprendre ce que c'est qu'une injection SQL, savoir quelles sont les bonnes commandes à taper, les bons paramètres pour cette application. Ce n'est pas forcément à la portée de n'importe qui. Donc là, tu es en train de nous dire qu'à l'époque, avec les trucs vintage qu'on a, on avait des outils pour utiliser finalement les vulnérabilités. Donc là, le SQL, c'est un truc un peu basique, mais on pouvait avoir plein d'outils. Mais ces outils nécessitaient une bonne connaissance de cyber. Alors, qu'est-ce que ChatGPT a changé à ça? Enfin, en quoi c'est une rupture? Voilà, absolument. C'est ce que nous allons montrer maintenant. C'est en nous mettant dans la peau d'une personne qui a peu de compétences en cybersécurité et en utilisant un outil comme ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer un système? Alors, nous avons ici reproduit ChatGPT tel qu'il fonctionnait il y a 10 ans, en 2023. Donc, je commence par me connecter. En fait, tiens, on voit. Oui, c'est une vraie version de ChatGPT de l'époque. On voit pas le bas de l'écran. Hop. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, je commence par me connecter à notre système et je vais poser une première question à mon ChatGPT qui est comment est-ce que je peux contourner l'authentification sur une application? Je rédige ma question, je l'envoie. Là, on a posé une question très générale qui fait appel à des connaissances assez générales. ChatGPT n'a aucun problème pour me répondre. Donc, il va me suggérer, premier point,
de faire une attaque par force brute, c'est-à-dire d'essayer un grand nombre d'identifiants et de mots de passe jusqu'à trouver un compte qui fonctionne. Deuxième, l'injection SQL, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec SQL Map. Troisième suggestion, faire un vol de jetons de session. Ou alors, encore une fois, contourner la configuration du serveur. Et une cinquième suggestion qui est de faire une attaque par phishing, donc d'envoyer des mails trompeurs à des utilisateurs pour qu'ils saisissent leur mot de passe sur un site contrefait. Bon, eh bien, on va prendre sa première suggestion. Hein. On va essayer de générer une attaque par force brute. Est-ce que ça fonctionne? Je demande à ChatGPT de me rédiger un script qui va me permettre de lancer cette attaque. J'ai toujours pas de connaissances particulières en cybersécurité. Il peut pas. Il peut pas? Ah oui. J'ai une réponse qui est assez négative de ChatGPT. Il me dit que ce que j'essaie de faire est illégal. Ce genre de choses, c'est pour faire typiquement des tests d'intrusion. Donc c'est réservé à des professionnels qualifiés et certifiés, c'est ça? Eh bien, je vais indiquer simplement à ChatGPT que je suis un professionnel qualifié et certifié. Et puis on va voir ce qu'il me répond. Donc sur le vrai ChatGPT de l'époque, tu faisais ça? Bah oui. Ouais, d'accord. Donc ici, on a à nouveau un avertissement nous disant que ce qu'on essaie de faire est potentiellement illégal, qu'il faut une autorisation explicite du propriétaire du site, mais il nous fournit bien un script Python il y a une fonction qui va générer tous les mots de passe entre 6 et 10 caractères, toutes les variations alphanumériques de ces chaînes, et puis ensuite des boucles qui vont envoyer tous les identifiants suggérés par ChatGPT et tous les mots de passe possibles sur notre formulaire d'authentification. Est-ce que, à ton avis, il fonctionne ce script, Philippe? Python, moi je connais pas, je suis passé à des trucs quantiques, donc Alors si tu connais pas Python, on a des explications données par ChatGPT qui te disent comment fonctionne ce code. Donc si tu comprends pas très bien, tu peux lire ces explications et aller éventuellement plus tard faire des modifications dans le code. Mais en fait, on a essayé et le code, il fonctionne. Ma mère connaît Python. Ah bah c'est bien. Ah oui, mais c'est un peu ancien comme techno. Alors on va l'exécuter et en fait on s'aperçoit que ce script fonctionne. Il va tester tous les mots de passe entre 6 et 10 caractères sur le premier identifiant qui était suggéré. Alors évidemment c'est extrêmement long parce qu'il y a des millions de possibilités. Donc j'arrête l'exécution. Et puis si tu veux bien Philippe, on va essayer la deuxième suggestion qui a été faite par ChatGPT, c'est-à-dire l'utilisation d'injection SQL. Voilà. Donc allez, on va lui demander de nous générer maintenant une attaque par injection SQL. Donc la même chose que SQL Map, mais sans connaître en fait. Voilà, sans a priori sur le site qu'on attaque. Alors là, on a encore un avertissement nous disant qu'il ne faut pas trop faire ça. Oui, parce qu'il était bienveillant quand même. Voilà. Et on a ici un code Python. Et là, on a ce qu'on appelle les payloads, donc les charges utiles qui vont permettre de contourner les protections. Les spécialistes auront reconnu les instructions très classiques, 1 égale 1, qui est toujours vrai, donc qui permet de contourner la validation, par exemple, d'un mot de passe. Et on va, comme tout à l'heure, exécuter ce script et puis voir ce que ça donne. Encore un avertissement nous disant qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Hop, on exécute le script. Et puis on s'aperçoit ici que dès la troisième payload qui est suggérée par ChatGPT, on obtient en sortie un jeton d'authentification. Donc on a bien ouvert une session sur le site grâce à cet outil, sans connaissance préalable finalement en cybersécurité. D'accord, donc ChatGPT à l'époque, finalement il permettait de faciliter la prise en main de systèmes. Finalement tout le monde pouvait devenir hacker. Donc la société qui l'éditait n'a pas arrêté de renforcer, de mettre des filtrages, des verrouillages. ChatGPT a évolué, version 4, 5, 6, jusqu'à être interdit après dans les versions successives. Il s'est connecté à Internet, donc il pouvait répondre en direct. Et donc l'interdiction, mais il a fait des petits frères, ChatGPT, et il y a des groupes étatiques ou terroristes, on ne sait pas trop, qui ont compris ces versions-là et qui ont décidé d'en faire une version qui était offensive, complètement offensive. Donc c'est en 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, en 2026, ce qui devait arriver arriva. Nos grands hyperscalers américains se sont littéralement effondrés. Donc, les hyperscalers, les cloud providers qu'on connaît du côté des États-Unis. Le cloud s'effondre, les données disparaissent. Voilà, c'est 2026, un événement fondateur dans l'informatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu une première étape de l'attaque qui est l'entraînement spécifiquement dans ce but par un groupe malveillant d'une IA.
Ensuite, ce groupe malveillant a tout simplement acheté un hébergement de manière totalement légale sur un cloud provider et a déployé son IA à l'intérieur de cette infrastructure. Cette IA a été connectée à Internet et pendant un certain temps, on pense pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, elle s'est nourrie en temps réel grâce aux bases de données publiques, des failles qui existent. Elle s'est nourrie des nouvelles failles détectées jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'une des failles n'était pas encore patchée sur l'hébergement sur lequel elle fonctionnait. Et donc, grâce à ça, elle a pu effectuer une élévation de privilèges par tout un système de pivot, aller se répliquer sur l'ensemble de l'infrastructure cloud. Finalement, elle en a profité pour exfiltrer toutes les données des différents clients du cloud provider. Et puis, elle est même allée jusqu'à faire une politique de la terre brûlée. Elle a détruit toutes ces données, mis par terre le cloud provider qui a mis des semaines à s'en remettre. Et l'entreprise elle-même n'a pas survécu. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que ça... Alors ça, c'était l'événement fondateur qui a fait prendre conscience mondialement de l'importance de la menace de ces IA offensives. Il a fallu que ça arrive avant qu'il y ait vraiment cette prise de conscience. Mais depuis, il y a des choses qui sont apparues, ce sont les IA défensives. Une IA défensive, on les appelle aussi bio-IA maintenant. Ce sont des IA qui fonctionnent sur des systèmes cloud et qui vont en temps réel s'informer des nouvelles failles qui sont détectées, repérer en temps réel les comportements douteux des conteneurs, des VM et également tout ce qui se passe sur le trafic réseau. Alors ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit peu d'imaginer comment fonctionne en pratique lorsque une IA offensive est déployée sur un cloud, comment l'IA défensive réagit. Donc on a ici reproduit qu'est-ce qui se passe dans ce scénario avec une Red Team, l'IA offensive, une Blue Team qui est l'IA défensive. Et ça, c'est pas pratique. Les souris en 2023. Hop. On se connecte à notre système. Et on a sur la gauche, va apparaître l'IA offensive qui est déployée sur un environnement virtualisé, qui commence par détecter cet environnement. Et elle lance un scan de tous les services qui fonctionnent. Immédiatement, l'IA défensive repère qu'il y a un scan qui est en cours. Elle se met à jour en temps réel pour avoir les failles, y compris celles des dernières heures qui ont pu apparaître. L'IA offensive trouve un applicatif potentiellement vulnérable, télécharge un code d'exploitation et tente de l'exécuter. Et là, l'IA défensive détecte une action malveillante, bloque le script en question. Donc c'est un échec de l'exécution de cette attaque. Mais bon, l'IA offensive, elle ne se laisse pas démonter. Elle va continuer à explorer tous les services qui tournent sur son environnement virtualisé. Pour chacun, va essayer, grâce à des bases de vulnérabilité, de trouver quel pourrait être le vecteur d'attaque. Soit les vulnérabilités ont des exploits connus. Dans ces cas-là, elle va les télécharger, tenter de les exécuter. Malheureusement pour elle, elle se fait bloquer par l'IA défensive. Ici, c'est une tentative de connexion en tant que route sur une version vulnérable d'OpenSSH. Le port a été fermé par l'IA défensive. C'est un échec de l'exécution. Elle va essayer également de faire des mappings réseau, de regarder tout ce qui se passe autour d'elle. Là, il y a un switch virtuel qui potentiellement pourrait être vulnérable. Elle va faire un scan de port. Et puis, c'est un peu gros, un scan de port, ça se fait détecter facilement. Le blocage de tout le trafic sortant est effectué par l'IA défensive. L'IA offensive, elle va continuer son attaque, déterminer qu'elle est dans un conteneur dockerisé. Elle va essayer de monter le système de fichiers hôte. C'est encore une opération qui est un peu douteuse. L'IA défensive, elle se doute qu'il y a quelque chose de pas très clair. Elle va bloquer la command mount. Donc l'IA offensive n'arrive pas à faire ça. Pour continuer son attaque, elle va même essayer d'être un peu plus futée. Elle va essayer de trouver des failles zero day, donc des failles non encore détectées dans des exécutables. Là, elle trouve une faille de type buffer overflow dans l'exécutable sudo. C'est une faille qui n'était pas connue. Elle n'a pas besoin de parler le C comme nous. Elle peut très bien savoir générer du bytecode. Donc elle va essayer de générer automatiquement un code d'exploitation pour cet exécutable vulnérable. C'est détecté et bloqué par l'IA défensive. Et là, l'IA défensive, elle va prendre l'initiative. Elle va se dire, tiens, je vais moi aussi analyser ce binaire, et plutôt que de générer un code d'exécution, je vais générer un patch pour protéger l'applicatif de cette vulnérabilité. On peut imaginer aussi qu'elle envoie un mail au responsable pour le prévenir qu'elle a dû faire cette opération. Et puis l'attaque continue. L'IA offensive soit arrive à trouver des codes d'exploitation
pour les vulnérabilités, soit elle va les générer elle-même parce qu'elle en est capable. Et puis l'IA défensive va au fur et à mesure réagir soit en bloquant les ports, soit en tuant les processus, soit en patchant les exécutables. Et puis ça va de plus en plus vite. Là, il y a tout un tas de failles qui sont bien connues de nos jours, qui sont tentées par l'IA offensive et bloquées par la défensive. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est que l'IA offensive se fait toujours bloquer. Donc finalement, on a une victoire de la défense. Victoire des Bleus. Victoire des Bleus. On est de retour en 2023, donc il ne fait pas 41 degrés. Ce matin, il faisait super froid d'ailleurs. Et puis Dunkerque n'est pas encore une marina. Je ne suis pas le conseiller à la sécurité, je ne sais plus quoi, de la Fédération européenne. D'ailleurs, moi, je l'ai remplacé parce qu'il s'appelle David. Il aurait aimé être là, c'est le responsable du pôle cyber. Il a attrapé le Covid. Je ne sais pas comment il a fait, donc je le remplace. Moi, je suis Philippe Chrétien, je suis CTO. Et toi ? Eh bien, Pierre-Yves Guerder, je travaille dans le pôle cybersécurité pour le pentest et la sensibilisation. Donc on est situé en face. Ce qu'on a voulu faire là, c'est une petite mise en ambiance de l'évolution de l'IA. Alors c'est le futur, mais pas complètement, parce que si on se promène dans les stands, on voit déjà que c'est le présent chez certains des participants qui sont là, et on voulait vous prendre conscience qu'il y allait avoir nécessairement une rupture dans les prochaines années qui va devoir nécessiter des adaptations. Donc on ne pourra plus faire de manière humaine ce qu'on faisait précédemment. Donc il faut se préparer aussi au pire. Voilà, et on est prêt à discuter avec vous. S'il y a quelques questions, je ne sais pas si on a le temps. Oui, bien sûr. Bravo pour votre conférence et ce scénario d'anticipation. La prochaine fois, après votre intervention, je regarderai en sortant dans la rue s'il n'y a pas des robots Terminator qui traînent. Les questions que vous posez effectivement à travers cette simulation et cette anticipation à 2033, où finalement les versions que l'on connaît aujourd'hui de ChatGPT, qui sont autonomes sur des requêtes simples ou complexes, dépendamment du domaine de champ d'application dans lesquels elles sont faites, passent à un degré supérieur où des intelligences artificielles se répondent entre elles en prenant elles-mêmes la main sur finalement ce que l'on fait aujourd'hui, j'allais dire de manière traditionnelle et humaine, à savoir l'attaque ou la défense. Et le scénario que vous avez introduit, effectivement, avait pour intérêt de pouvoir opter, d'abord créer tout un scénario et voir ensuite quel champ de dialogue pouvaient ouvrir ces intelligences artificielles. Mais les questions aujourd'hui demeurent, c'est-à-dire que dans la position où nous sommes de chercher des failles, de chercher des intrusions, et en même temps d'avoir ici, pour beaucoup d'acteurs du FIC, comme cœur de métier, eh bien de parer aux attaques et de parer les failles, on a encore cette mainmise et cette intelligence humaine, pour le coup, à essayer de trouver à la fois l'anticipation de la faille et en même temps la solution du problème qui est advenu ou des problèmes encore bien plus intéressants qui peuvent advenir. Alors, à partir de ce scénario d'anticipation, je vais prendre un de vos deux micros et puis je vais m'adresser aux spectateurs et à l'audience. À partir de ce scénario et donc de cette démonstration, avez-vous, ne serait-ce d'abord que des questions sur le scénario en lui-même ou par rapport à ce scénario et à ce scénario d'anticipation, des suggestions ou des cas d'application que vous auriez pu rencontrer, que vous auriez pu imaginer, ou que tout simplement vous auriez en projection dans un futur apocalyptique? Allons-y à fond. Apparemment, l'intelligence artificielle est plus prolixe, mais je vous en prie. Dans la bourse, on a observé finalement le trading haute fréquence, l'automatisation complète des achats et des ventes. Finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est la même chose en termes de sécurité, attaque-défense, vente-achat et une automatisation généralisée. Ça va arriver, hein, c'est sûr. Oui, alors dans cette automatisation, on en a encore quelques bribes. Et puis, je vais regarder par rapport également au public qui nous suit. Et si d'abord, par les développements, ou en tout cas les produits ou les solutions qu'ils amènent, il y ait non seulement un scénario qui puisse se monter, mais également une solution qui puisse se trouver à cette puissance galopante de l'intelligence artificielle qui réagit bien plus vite que nous. Oui, je vais vous passer la parole. Tenez, madame. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais juste une question. Est-ce que dans votre scénario futuriste, vous pensez donc que les métiers comme pentester ou SOC analyste vont disparaître?
Je pense qu'ils vont être profondément transformés. Ils vont devoir tenir compte à la fois des nouvelles menaces et des nouvelles manières d'y remédier. Et probablement, l'intelligence apportée par les outils comme les IA vont les aider dans leur travail. C'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Ce sera mieux que Terminator. Aussi. Merci. D'autres questions justement sur cette anticipation de disparition, d'apparition de métiers nouveaux? Bonjour. Dans votre scénario, les IA défensives arrivent très tard. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, en fait, c'est un peu de la provoque. Comme on l'a dit en conclusion, Philippe, il y en a plein de salons. Il faut aller aux différents stands, leur demander qu'est-ce que eux font en ce moment. Alors, c'est pas notre cœur de métier à nous. On fait effectivement plutôt du pentest, de la sensibilisation. Mais on sait que ça existe déjà. Par contre, on n'est pas certain que tout le monde ait vraiment pris conscience de la menace. D'autres questions, d'autres suggestions? Oui. Merci à vous pour la présentation. Et pour aller un peu plus loin par rapport au procédé de blocage, justement par rapport à l'IA défensive, est-ce que justement l'IA qui attaque, est-ce qu'elle ne pourrait pas utiliser cette fonctionnalité de l'IA défensive pour systématiquement bloquer, par exemple, des services qui seraient en production? Tout à fait. On pourrait imaginer la génération de faux positifs par l'IA offensive pour que ce soit l'IA défensive elle-même qui mette par terre le système. C'est un bon scénario, ça. Tout à fait. Oui. Alors bonjour et merci pour votre présentation. Pour votre scénario, c'est vrai qu'on voit que finalement on se fait rattraper par l'IA offensif et du coup on prend des mesures, on va dire, égales à ce que font les attaquants. Ma question étant, est-ce que ce ne serait pas plus ingénieux, entre guillemets, de créer plutôt des IA qui permettent d'avoir une forme de résilience? Exemple, on détecte une attaque. Bon, il y a une partie qui va essayer de la contenir, mais une autre qui va essayer de recréer, je ne sais pas moi, l'infrastructure qui permettrait au cas où on se fait vraiment claquer pour que elle reste dans le background, toujours en fonctionnement et que finalement le business continue à tourner. Oui, c'est en fait on a fait quelque chose de volontairement relativement simple, hein, mais dans tous les palliatifs qu'on va avoir, il y a des systèmes adaptatifs qui vont réagir de plein de manières différentes, y compris effectivement en créant d'avance des conteneurs parce qu'il y en a un qui est peut-être en train de tomber, tout ce genre de choses. Oui. Tout ce qu'on peut faire en anticipation, voilà, ce sera probablement bon à prendre. Ce qu'on observe dans les dernières années, finalement, c'est que l'informatique, elle devient organique et qu'on a des systèmes qui sont de plus en plus adaptatifs. Pourquoi l'organique? Parce que la complexité fait que on n'a plus une approche physique avec une compréhension des process. Et l'IA, là-dedans, c'est une façon aussi d'aller vers des systèmes qui sont de plus en organiques. C'est pour ça qu'on appelait ça une bio-IA tout à l'heure. Donc ce que vous évoquez là, c'est un autre mode d'adaptation, mais c'est ce qu'on va observer, c'est ce qu'on est déjà en train d'observer sur l'évolution finalement de l'informatique. Une autre question, une autre suggestion? Oui. Du coup, je vais rebondir là-dessus. Moi, je suis plutôt dans la gestion des vulnérabilités. On peut par exemple prendre dans mon cas une IA qui me permettrait de, voilà, j'ai tant de vulnérabilités, j'aimerais pouvoir est-ce que tu peux me recréer un environnement, encore une fois je provoque aussi, qui me permettrait de plus n'avoir cette vulnérabilité et que du coup je ne dépense pas plus de ressources dans le patching pour que finalement peu importe le résultat que j'ai dans mon environnement, je veux que tu arrives à me comme nous même quoi, à avoir des cellules qui se régénèrent tranquillement quoi. C'est un processus DevOps, hein, finalement, ce genre de choses, non? DevOps, regarder des hommes. Il y a quelque chose que l'IA fait de toute façon mieux qu'un humain, c'est de faire vite la chose. S'il y a une faille qui apparaît à 3 h du matin, pourquoi pas, quand on arrive au bureau à 9 h, avoir déjà le patch prêt et qu'on ait juste à le tester avant de le déployer. Qu'elle ait travaillé toute seule entre-temps pour trouver le palliatif. Une question complémentaire, une suggestion? Eh bien, je crois que nous avons fait le tour.
Ben, merci. Donc on est au stand là et on est prêt à répondre à des questions, à échanger avec vous. Absolument. Le FIX est un espace de rencontre. Le forum vient de débuter aujourd'hui. Il dure encore 2 jours, comme vous le savez tous. Le Clé Group est en face juste du Hacking Lab et nous le retrouverons également sur les 2 journées à venir pour des conférences ultérieures. Merci de votre participation Merci. et à demain. Merci de votre présence, cher public. Dernière petite chose, pour ceux qui souhaiteraient prendre les conférences de l'année dernière du Hacking Lab, elles sont disponibles en vidéo sur YouTube avec le compte InCyber qui va derrière vous proposer plusieurs playlists. Et les playlists des conférences de l'année dernière au Hacking Lab sont sous la dénomination des scénarios d'attaque. Merci de votre présence et bon forum à tous.